Épisode 17, quand le premier jour de marche arrive à son terme. Ça y est, nous avons quitté notre bergerie de Fenouillet. Notre séjour s'est très bien passé, super accueil, super gîte. On a passé un bon moment. Et donc là, on a repris la route. On vient d'atterrir à Chasseradès. Alors pourquoi Chasseradès ? Eh bien Chasseradès se situe sur un itinéraire, un parcours bien connu des randonneurs. Alors vous saurez bientôt quel est ce parcours. Bon, comme je vous l'ai annoncé, nous démarrons la deuxième partie de notre voyage. Jusqu'à maintenant, on était plutôt en mode on se pose dans un gîte avec une piscine, on va randonner à la journée, on revient l'après-midi, on profite de la piscine, on se repose bien et le lendemain rebelote. Et là, maintenant, donc on est en Lozère, bientôt en quête de la bête du Gévaudan. Et donc là, changement complètement de fonctionnement. On gare notre voiture dans le premier gîte étape qui va nous héberger pour la première nuit. Et ensuite, on laisse la voiture là et on part en randonnée itinérante, juste avec un sac à dos, pendant 4 jours. Et à l'issue de ces 4 jours, on va reprendre un train pour revenir récupérer la voiture dans notre premier gîte. Donc c'est la première fois qu'on va faire ça. Encore une fois, ça m'est venu en écoutant un podcast, Vlan Podcast, dans lequel il y avait un invité qui parlait de micro-aventure. Et donc c'était l'idée de se dire, on n'est pas obligé de partir à l'autre bout de la Terre pour vivre une aventure, sortir de sa zone de confort. On peut très bien se poser à un endroit, faire une itinérance à pied, et puis ou faire une boucle, ou faire un aller simple, et donc revenir par d'autres moyens au point de départ. Et rien que ça, en fait, sur quelques jours, ça crée une micro-aventure. Donc c'est ce que nous allons faire dès à présent. Et donc on est parti pour enchaîner sur les derniers épisodes de la saison 2 de Raconte-moi ton voyage. Et donc là, on est arrivé avec un gros changement quand même. Moins 12 degrés au compteur. Plus de réseau mobile, bon ça c'est pas trop gênant. Voilà, donc un petit gîte des montagnes avec toilette commun. On a quand même notre propre chambre. Voilà, donc ça change un peu d'environnement, mais bon, c'est ça aussi l'aventure. Et Céline, quel est ton ressenti pour cette randonnée de 4 jours ? J'ai peur. De quoi as-tu peur ? J'ai peur de démonter, de pas savoir y arriver, parce qu'en plus, quand on est arrivé, on s'est présenté. Déjà, on n'est pas du tout habitué à ce genre de gîte parce qu'on n'est pas des randonneurs de montagne, on n'est pas des gens qui font des gîtes d'étape, etc. Donc c'est vraiment bien spécifique. Par exemple, quand on rentre, il y a toute une petite armoire avec des crocs que vous pouvez emprunter selon votre pointure, puisqu'il est demandé et interdit de marcher en chaussures à l'intérieur. Bon, moi je me suis contentée d'être à pieds nus. Même si le Balaton est froid là, parce qu'il fait pas super chaud, même si le soleil est présent, donc on n'est pas embêté. Mais dans le bâtiment, du coup, il fait pas très chaud dans la chambre. Et puis, c'est des codes en fait dont on n'a pas l'habitude. Je pense qu'on va rencontrer des gens super sympas ce soir à table, à mon avis, puisqu'on est une dizaine de personnes, je crois, dans le gîte actuellement. Et puis après, quand on a présenté un peu ce qu'on allait faire au monsieur du gîte, en gros, il nous a dit qu'on allait faire le chemin à l'envers de la plupart des gens. Et que là, dans le sens où on allait, ça montait. Donc en fait, je suis assez inquiète. Voilà, je vais pas taper tout de suite sur Arnaud, mais on verra demain. On verra comment ça se passe, puisqu'en plus c'est la plus grosse journée, je crois, la première. Donc il nous a tout de suite dit vous faites porter vos bagages par la malle postale, et vous aussi, vous pouvez, si vous avez besoin, aussi faire les trajets par la malle postale vous-même. Il vous emmène d'un point A à un point B. Bon, là, ça perd tout son intérêt. Mais je sais pas pourquoi il me l'a dit. Est-ce qu'il y avait un message ? Est-ce qu'il a perçu quelque chose ? On verra bien. Voilà. Moi, à contrario, j'ai hâte de commencer, de voir un peu si cette aventure, finalement, parce que c'est quand même moi qui l'ai initiée, cette aventure, est-ce qu'elle amène les rencontres que j'imaginais. Puis après, de toute façon, on a le temps, on a la journée pour faire chaque étape. On prendra le temps qu'il faudra. Je décide de faire une petite sortie de 3-4 km, histoire de me dégourdir les jambes après la route. Et puis je crois que j'ai vu un pont ferroviaire, donc ça m'intéresse d'aller le voir un peu plus près.
Voilà, je me dirige seul. Céline n'a pas voulu. Donc voilà, je suis parti pour faire cette mini randonnée sur un morceau du chemin, mais dans l'autre sens. Donc c'est qu'on le fera pas aujourd'hui, puisque c'est en arrière par rapport à notre lieu de départ. Alors bien sûr, j'ai pris mon équipement d'interview, et là, je vois deux personnes au bord de la route qui marchent pas très vite et qui vont dans le même sens que moi. Donc allez, je me dis, c'est mes premiers clients, j'allais dire, mes premières personnes que je vais interviewer dans ce lieu. Si elles le veulent, hein, bien entendu, hein, je vais leur proposer. Voilà. Donc j'approche d'elles. Bonjour. Vous allez où? Camping. Ah, au camping. C'est loin? 800 mètres à partir de l'autre intersection. Ah bah ça va. Si c'était plus près, ce serait mieux. Ah! Ça fait longtemps que vous marchez? On vient de Luc. Ça fait une petite trotte. On aurait dû s'arrêter à la Bastide, mais ça faisait une étape trop longue derrière, donc Ah oui, oui. c'est juste. Moi je commence demain, alors pour l'instant ça va. Je suis encore... Partez d'ici, Je pars d'ici et je remonte par contre. Ah ok. Alors pareil, dans le sens là c'est plus compliqué, mais... Enfin dans le sens de la remontée. C'est bon. Non? Ouais, déjà, le temps pourri a l'air d'être passé, donc ça c'est une bonne chose. Ouais, c'est ce qu'on a appris, ouais. Parce que là c'était la merde. Bah, nous on remonte de l'Hérault, on était en vacances dans l'Hérault, là il fait 30. Donc là le contraste est déjà, il est un peu... Déjà, entre ce matin et maintenant, je venais au camping et puis on a eu un vent terrible. Ah oui c'est ça, ouais. Bah nous il y avait du vent aussi. Et on n'a pas beaucoup d'armis avec le vent dans la tente. Ah oui, oui. Putain, tous les hôtels sont pleins, il n'y a pas moyen de trouver un truc à l'arrache. Ah c'est clair, ouais. Ah ouais, ouais, nous on a réservé il y a un mois, c'était déjà... ça commençait à se remplir. Pourtant, il y en a pas mal qui ont abandonné à Langogne. Ah ouais? Ouais, quand ils ont vu la météo, ils Ah, ont dit, d'accord. ils sont montés dans le train. Et je fais un reportage audio sur mes voyages. Ouais. Et enfin, je voyage avec ma femme, là, elle est restée au gîte. Et je pose deux questions aux personnes que je croise sur le voyage. Avant que je pose les questions, quels sont vos prénoms? Tiffany. Benoît. Tiffany et Benoît. Moi, c'est Arnaud. Et donc, ma première question, c'est qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de faire cette randonnée? Je vais te laisser. À toi de répondre. Moi j'ai toujours voulu faire un itinéraire de grande rando comme ça. Et pour le premier, j'en voulais un pas trop difficile. Et j'ai entendu parler du chemin de Stevenson et puis je me suis renseignée dessus. Et puis voilà. GR que je rêve de faire, c'est Saint-Jacques-de-Compostelle. Et moi j'ai dit Branco. Ok. Bah, merci pour cette première réponse. Et j'ai une dernière question. C'est dans la vie, qu'est-ce qui vous rend heureuse ou heureux? Moi je dirais avoir du temps pour simplement faire les choses qu'on aime. Enfin, moi j'aime lire, j'aime courir. Et quand j'ai le temps de faire tout ça, ben, forcément, derrière ça se passe bien. Ok. Moi c'est courir dans la nature et principalement en montagne, voir des animaux, des plantes, être au milieu de nulle part, voir des super paysages. Loin de toutes les fracasseries du boulot. Et ben merci beaucoup pour cet échange. Et puis bah, bonne continuation alors. Retour au gîte étape, les Érelles, Chasserades. Vous êtes prêts pour les deux questions? Non, toi tu bats pas tout de suite. Ah, vous Après. participerez. Avant je commence, quel est ton prénom? Virginie. Virginie. Ma première question, c'est qu'est-ce qui fait que tu as choisi de gérer ce gîte étape? Parce que j'ai changé de vie suite à une vie compliquée. Et du coup, on a dit en fait, on a des super jobs avec plein d'argent, mais c'est pas ça qui nous rend heureux. Donc, on arrête de courir après le pognon, on fait autre chose. Et voilà, on a pris la voiture, on a cherché quoi faire de notre vie. Et on a atterri à Chasserades, en Lozère. Merci pour cette première réponse. Et la deuxième question est un petit peu plus difficile. Ah bah déjà, j'ai trouvé dur. Hein. Qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie? Qu'est-ce qui me rend heureuse dans la vie? Bah, vivre ici en fait, au milieu de la nature, avoir deux vies différentes en une parce que l'été je vois plein de monde, je travaille et l'hiver je suis en mode hibernation, à Chasserades, au fin fond de la nature, il n'y a rien, il n'y a personne, c'est le calme plat, c'est la beauté de... Ici c'est super beau quoi, faut dire ce qu'il y a, que ce soit toutes les saisons, il y a des vraies saisons, il y a de la neige, quand c'est le printemps il y a des fleurs partout. Je veux dire tout le monde vient en vacances ici, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Et moi j'y habite. Je suis désolé, j'avais prévu de vous retransmettre les interviews des personnes qui étaient avec nous au gîte. C'était uniquement des femmes.
Et en fait, il y avait trop de bruit de fond, trop de conversations parallèles sur d'autres tables. Donc ça n'aurait pas été assez qualitatif. Bon, néanmoins, je peux vous donner une synthèse des différents échanges. Hein. Donc pourquoi elles sont là? Bon, la plupart, c'est une de leurs amies qui leur a proposé. Certaines avaient déjà entendu parler, bien entendu, de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais elles cherchaient quelque chose d'un peu moins spirituel, d'un peu moins difficile potentiellement, un peu moins connu, et donc elles ont entendu parler du chemin de Stevenson. Et donc c'est ce chemin que nous allons emprunter. Vous saurez quelle est l'histoire, la légende de Stevenson qui se cache derrière. Et donc à la question qu'est-ce qui les rend heureuses? C'est profiter de l'instant présent, se relier à d'autres, prendre le temps d'observer la nature, son environnement, passer du temps avec sa famille, passer du temps aussi avec ses collègues de travail, travailler au sens large. C'est vraiment ça chez elle qui génère du bonheur. On est parti pour la première et la plus grosse journée de marche. Donc là on quitte le gîte. Il fait 8 degrés. C'est un gros changement par rapport au jour précédent. Voilà, donc moi je suis motivé. Céline... Ça va. Il y avait un chien, alors j'étais contente. Et puis j'ai bien dormi. J'ai fait des rêves de dingue parce qu'en fait dans l'entrée du gîte, préviennent qu'ici ils peuvent vendre du produit anti-puce de lit, mais que forcément ils font tous les traitements préventifs qu'il faut. Donc quand on a eu la chambre, c'était très bien. Hein. Sauf que la vue de ce produit, la petite pancarte, le fait qu'ils nous interdisent de poser les sacs sur les lits, je pense que... Et du coup j'ai rêvé qu'on allait dans le gîte et je voyais les puces, un peu comme des tiques, leurs petites pattes partout sur le lit et ils nous disaient vous dormez là. Une nuit agitée, mais j'ai bien dormi quand même. J'ai envie que ça se passe bien. On a bien petit déjeuner, c'était un classique, mais il y avait de tout. Et puis c'est parti. Moi j'ai pas trop dormi. Je pense que je me faisais déjà le parcours dans la tête. J'arrêtais pas d'y penser. En fait ça m'a fait penser à la veille d'un 54 km. Oui, parce que ça m'est déjà arrivé de marcher 54 km d'affilée. Du coup j'étais un peu excité de la journée du lendemain, mais du coup j'ai pas vraiment dormi. Bon. Et là on passe devant la gare qui devrait nous ramener au point de départ. Et vous saurez plus tard que tout ne s'est pas passé comme prévu. Puisque là on est parti pour 4 jours et après on prendra un train qui nous ramènera au gîte pour récupérer la voiture. À votre avis, quel est ce bruit? On a terminé de gravir la première longue pente. Bon, Céline ne s'est pas arrêtée, donc elle est très fière de sa performance. Là on arrive sur un plateau, il y a un champ d'éoliennes. Vous devez certainement les entendre autour de nous. Et on se dirige vers la Bastide. On est dans une petite montée très caillouteuse là. Bon, elle n'est pas étroite, elle fait au moins 2 mètres de large, mais on vient de croiser, eux, dans le sens de la descente. Un couple, franchement, je pense qu'ils ont au moins 75 ans. La dame en VTT et le monsieur en vélo couché. Il y a plein de pierres dans tous les sens. Bon, c'est sur un passage parce qu'après, globalement, le chemin était assez bien. Mais là, je me dis, mais si j'étais à leur âge comme ça, mais trop la santé quoi. Ah, le mec, bon, le monsieur, tu voyais que il faisait attention quand même, hein, parce que il y a quand même beaucoup de cailloux. C'est surprenant quoi. C'est fou. Ah, c'est clair, surtout que la dame était en premier, donc en la voyant, j'imaginais pas qu'elle était suivie par le monsieur qui était allongé avec ses roues de VTT là, 3 roues. C'est un 3 roues du coup. C'est vrai que ça doit être tout terrain, mais encore en descente ça va, mais j'imagine même pas les montées en fait. Quand il y a de la rocaille, ça doit être vraiment compliqué. Finalement, pour nous, c'est la routine en fait, quand on voit ça. Quand on voit ça, pour nous, c'est facile en fait. Bon, ça fait une demi-heure que Céline me répète non mais ça, c'était pas le chemin officiel. Hein. Ça, apparemment, c'est pas le chemin officiel, ça doit être l'ancien chemin. Parce qu'en fait, j'ai suivi la trace GPS que j'avais faite avant de partir. Mais sauf que le chemin est pas vraiment praticable.
Bon, on a bravé les croix qui indiquaient que c'était pas par là, mais bon, quand la trace dit qu'il faut aller par là, ben j'y vais quoi. Bon, ça y est, on a rattrapé le chemin d'origine, qui est le chemin qui avait en plus été élargi pour les éoliennes. Bon bah merci Arnaud, hein, c'était un peu d'émotion, un peu plus d'aventure dans cette petite descente. Ah oui, alors Arnaud il s'est dit, oh mais là c'est plus long. Peut-être il a pensé à moi en disant je vais raccourcir un peu, parce que comme ça on gagnera quelques mètres pour Céline. Sauf que du coup, bah oui c'est plus rapide parce que c'est plus direct, mais si c'est plus direct en montagne, ça veut dire que ça descend plus fort, d'un coup. Et c'était une descente mais que de cailloux, c'est-à-dire que vous glissez avec les cailloux, etc. Heureusement qu'on avait les bâtons. Bon, c'était un peu... voilà, c'était pas difficile, mais on fait attention pour pas se tordre une cheville ou tomber. Et c'est forcément un petit peu plus chaotique que prendre un chemin tout tracé et qui fait des lacets tranquillement sur la descente, quoi. Moi, c'est pas grave, hein, c'est les joies de la préparation de l'itinéraire. Donc là, on arrive bientôt à La Bastide. Ça y est, on est à mi-parcours, c'est ça? Un petit peu même dépassé, tu m'as dit. Et là, on est devant la gare de La Bastide, Saint-Laurent-les-Bains. Elle est sur la voie ferrée, en fait sur la ligne Paris-Clermont-Ferrand-Nîmes. Et à l'époque, ça avait nécessité au 19e siècle sa création beaucoup de main d'œuvre. Il y a plus de 50 tunnels qui ont été bâtis à la force des bras. Et en fait, ça a permis l'essor de cette commune et ça a permis aussi du coup son activité économique. Et notamment, là où on va passer tout à l'heure, à Notre-Dame-des-Neiges, l'abbaye, avant il y avait des moines, maintenant c'est plus des moines, c'est des sœurs. Mais avant les moines, ils produisaient du vin, des mousseuses, et ils utilisaient la ligne de chemin de fer pour pouvoir expédier leur production. Dans les années 50, il y a eu le tourisme aussi qui a commencé à se développer. Beaucoup de monde, beaucoup de familles du sud qui venaient en fait se ressourcer à la montagne pour avoir du vert, parce que c'est vrai qu'ici, comparé à l'Hérault, tout est vert, quoi. On a changé de paysage, vraiment on a beaucoup d'herbes. Bon, c'est des forêts de sapins de montagne, c'est plus des forêts de pins. Mais on a aussi des fleurs encore visibles. On voit que les jardins sont verts, il y a des fleurs dans les maisons. C'est totalement plus riche en fait en végétation. Et on est à 1024 mètres d'altitude quand même. Donc voilà, c'est ce qu'on dit, le point culminant de la ligne Paris-Marseille, dite le Cévenol. Bon, moi qui pensais manger une pizza au food truck, le food truck devait ouvrir à 11h30, il est 11h30 et il n'y a personne. Donc tant pis, on continue notre route. On vient de croiser notre première âne de randonnée sur un chemin un peu rocailleux. Alors c'est marrant parce que l'âne il faisait des tout petits pas. Il était en descente lui. Lui était en descente, ouais. Il faisait des petits pas au départ parce qu'il était derrière le monsieur qui était avec lui. Et du coup, le monsieur a voulu le laisser passer devant parce que peut-être qu'il aurait avancé plus vite. Et c'était très... on voyait qu'il me faisait très attention où il mettait ses pattes en fait. Je trouvais qu'il était bien chargé, hein. Deux grosses sacoches. La tente, tout ce qui... Ouais, deux grosses sacoches avec un espèce d'arceau en bois. Alors le bois il touche pas l'animal, il y a un autre arceau en dessous sur son corps. Mais il y a une carcasse, une ossature bois pour maintenir les sacoches, j'ai l'impression. Donc c'est quand même bien fait. Et puis c'est sympa en fait, croiser un animal comme ça. Ça change des chiens à chaussons. Parce que ça fait 2 fois qu'on croise des chiens avec des chaussons sur les pattes avant, uniquement. Alors les maîtres disaient, ah, ce sont des chaussures de marche aussi. Hein. C'est rigolo. Voilà, c'était l'instant animalier. Entendez-vous les Montbéliardes se régaler d'herbes fraîches et bien vertes. C'est comment une Montbéliarde? Ça ressemble à la vache Milka, sauf que c'est pas violet, c'est marron et blanc. Mais il y a des taches uniques sur chaque animal. C'est très facile de les reconnaître et de leur donner un nom, je pense. Alors ça y est, on vient de franchir le dernier virage avec une pâture en point haut à gauche où il y avait les vaches. Alors on a vu apparaître un clocher d'abord, puis un immense bâtiment avec au pied des fermes avec poteaux en béton et toits en tôle. Le bâtiment principal, il ressemble à un collège privé, vraiment l'établissement catholique par excellence. Donc, le bâtiment est tout en pierre avec énormément de fenêtres. Là, on peut en compter 1, 2, 3, 4, il y a plus de 40 fenêtres sur 3 niveaux. On voit que les 2 niveaux du haut.
priori, il y a une petite dizaine de sœurs qui entretiennent tout ça. Ça paraît gigantesque. C'est un boulot de dingue, à mon avis. En tout cas, le chemin pour relier ce site est vraiment très praticable. On marche tranquillement et on s'attend peut-être à voir une deux-dush débarquer de derrière un buisson. Oui, je sais, il y a beaucoup de clichés sur les sœurs. On croise toujours des marcheurs. Nous n'en suivons aucun. On nous a dit, oh là, vous faites à l'envers, mais il n'y aura personne dans votre sens. Et effectivement, dans notre sens, il n'y a absolument personne. On n'a pas doublé ou on n'a pas suivi qui que ce soit, à part au tout début, il y avait un couple, un jeune couple, mais on les aurait perdu de vue à un moment donné. Voilà. Il y a le chemin hors piste que j'ai proposé, ça ne pouvait pas être autrement. Là, ça sent le fumier, parce qu'on a des étables. On voit qu'il y a des randonneurs arrêtés dans un entre-deux de buissons, certainement pour faire une pause déjeuner. Nous, on a très peu déjeuné, morceau de pain, saucisson et c'est tout. J'avoue que j'ai un peu faim. J'espère que les sœurs ont de quoi me rassasier. Non, je ne pense pas. On s'approche du bâtiment, on voit une vierge au milieu d'une des façades. Bonjour, bon appétit. Comme vous l'avez entendu, il est 13h. On est devant la chapelle avec une grosse cloche, comme on voit un peu partout dans la région. On peut la sonner d'ailleurs. Ah ouais, si on veut, on peut sonner la cloche. Et il y a un gros écusson au centre de la chapelle, écrit en latin Deus Caritas Est, que je traduirais moi, Dieu est charité, ou Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est amour. Devant la chapelle, il y a deux Allemandes qui se reposent avec un âne, leur âne, qui s'appelle Origan. Et en fait, comme la chapelle a été bénie par Monseigneur François Blondel, évêque de Viviers, en 2006, il s'avère que Deus Caritas Est, désolé, j'ai pas fait de latin, c'est la première encyclique du pape Benoît XVI. Elle est datée du 25 décembre 2005, mais a été rendue publique le 25 janvier 2006. Donc en fait, la même année que la bénédiction de cette chapelle, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis cette phrase. Tout un symbole. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi il y a des vierges couronnées et parfois des vierges pas couronnées. Donc on va essayer d'approcher les sœurs. Ah oui. Ça me fait penser à New York avec un escalier sortant le long du bâtiment principal. Là, on voit un prêtre en aube noire. On a les enfants. Qui était peut-être à la messe, c'était peut-être une messe. Hein. Ouais. C'est du monde qui sort. Là. C'est l'escalier. Un petit porche en bois avec des poteaux béton qui sont peints en jaune sur la face supérieure avec des petites étoiles et en rouge en face inférieure avec une petite frise de fleurs vertes un peu au milieu des deux. On arrive sur une vierge avec l'enfant en bois et des bougies et un vitrail moderne. Ça y est, nous sortons de l'église. C'est vrai qu'on hésite à faire du bruit, à parler en fait dans ce lieu sacré. Il y a une messe qui vient de se terminer. Donc la première impression quand tu es rentré, c'est l'odeur de l'encens. Très, très présent. C'est une petite église très épurée. Et voilà, donc il restait une personne à la fin de la messe sur un banc. Donc nous sommes sortis après quelques minutes et nous aimerions aller à la rencontre des sœurs. En contrebas du terrain, je vois beaucoup de camping-cars qui sont stationnés sur l'herbe.
Il y a des personnes assises sur des troncs d'arbres qui ont été coupés et disposés en épis. Il y a des personnes sur des bancs également. Il y a une vingtaine de personnes sur le site. C'est assez grand, c'est très grand même. On peut être à plein d'endroits différents. Allez, on va se diriger vers la boutique. En tout cas, moi j'ai mis une petite bougie pour faire une prière pour évidemment la paix dans le monde. Et puis que les gens que j'aime soient en bonne santé. Et que les hommes s'entendent mieux, bien sûr. Ça semble un peu utopique, mais ça fait toujours du bien. Ouais, il y a même des toilettes publiques. C'est bien aménagé. Maison de Zaché. Boutique. Ah oui. Ouais. Effectivement, derrière une fenêtre, il y a une statue en bois qui regarde par la fenêtre. C'est un peu troublant. Alors, on voit effectivement une plaque qui indique que ça date du 19e siècle. Il y avait le monastère en fait, c'était tout en pierre avec les moines en 1850. Ça avait été abandonné en 1861. Et puis en 2009, ça a été démoli pour être reconstruit ensuite plus tard. Donc oui, il y a vraiment des choses qui changent beaucoup avec le temps. Et il y a la statue de Saint Benoît qui a régné entre 490 et 547, père des moines et patron de l'Europe. Le rideau de la boutique est tiré. Ah, c'est dimanche, c'est ça. Du coup, on n'aura pas vu les sœurs. Du coup, je veux bien. A priori, de ce qu'on a compris, c'est qu'il faut prendre l'hébergement pour avoir un maximum de contact avec les sœurs. Ce qui est peut-être logique. Allez, nous repartons. Faut au moins que je fasse une interview. Hein. Je fais un reportage audio sur nos vacances. Et je pose 2 questions aux personnes que je croise pour diffuser sur un podcast. Pourquoi pas? Est-ce que vous seriez prêts à y répondre? Allez. Ça prend quelques minutes. Ouais. Bah, merci déjà. Avant que je commence, quels sont vos prénoms? Arnaud. Anaël. Céline. Arnaud. Ah ouais, très bien. C'était fait pour, C'est le meilleur prénom. c'était fait pour C'est Mathieu. le meilleur prénom. Alors, ma première question est, qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? On a entamé le GR70 du Mount Stevenson, là, c'est notre 6e journée aujourd'hui. Et donc voilà, là on est parti de Luc aujourd'hui ouais, ce matin. de Luc ce matin et puis on est venu manger là, je pense pas. C'est la première fois que vous faites des distances aussi longues? Ouais. On a fait quelques petites randos comme ça en Bretagne, mais jamais aussi long. Et jamais avec autant de dénivelé non plus. Ouais. C'est sûr. Et vous êtes sportif à la base? Pas tellement non. Ouais. Non, pas plus que ça. Comme nous alors. On y va doucement mais sûrement. Ouais, c'est ça. Et du coup, vous êtes breton? Ouais. On est de Rennes. D'accord. Ok, merci pour cette première réponse. Et j'ai donc une deuxième et dernière question. Qu'est-ce qui vous rend heureuse ou heureux dans la vie? Ouais. Vaste question. On a un peu de soleil, déjà. Non, qu'est-ce qui rend heureux Bah, de partager des moments ensemble, les choses simples. Je sais pas. Ouais, boire une bonne bière avec des copains, soleil, prendre Faire le la temps de randonnée. vivre. prendre le temps de vivre, quoi, Ouais, ne c'est pas ça, être stressé. Ouais. Surtout ça. Faire ce qu'on veut quand on souhaite. Et pas se prendre la tête. Ouais. Nous sommes arrivés au Chableux après une descente interminable qui a duré 3 km, 300 mètres je crois de dénivelé. C'était hyper chaud, voilà. Donc, très content d'être arrivé dans le village. Saint-Laurent-les-Bains. Allez, maintenant que nous sommes débarrassés de nos affaires, on les a laissées au gîte étape. On est descendu dans la commune de Saint-Laurent-les-Bains, célèbre pour ses thermes. Donc il y a des sources d'eau chaude, je dirais même très chaude, dans la ville.
Et là, on a des petites fontaines à 53 degrés. Bon, c'est vraiment particulier, vraiment sympa. Ça donne envie de se baigner en fait. Bah, il fait pas spécialement froid, alors je t'avoue que quand j'ai mis mes mains dans 53 degrés, j'ai trouvé quand même ça chaud. Et quand il fait très chaud, t'as envie d'avoir de l'eau fraîche. Mais a priori, elle est hyper minéralisée, parce qu'elle descend à 2500 mètres de profondeur dans des failles, elle remonte par une faille, elle jaillit dans la commune. Et donc elle est très chargée de toute la roche et toutes les pierres qu'elle a rencontrées sur son passage. Et les curistes ici, les thermalistes, viennent pour surtout tout ce qui est névralgie, rhumatisme, voilà, les sciatiques, etc. A priori c'est très bon. Moi je suis pas sûre que quand tu as un peu de problème de circulation sanguine ce soit très bon, parce qu'en général on dit qu'il faut jamais être trop dans l'eau chaude quand tu as des problèmes de circulation sanguine, donc il faut trouver le juste milieu à mon avis. Mais en tout cas c'est une petite commune, alors, on s'est pas rendu compte mais effectivement on a changé de département, on est dans l'Ardèche. Et voilà, la petite commune est sympathique, elle a une petite commune de montagne, il y a quelques maisons en pierre, après il y en a pas mal qui sont enduites d'un aplat voilà, beige. Et puis les deux gros bâtiments de thermes sont assez massifs quand même. Mais bon, ça passe quand même dans le paysage. Après, je sais pas, quand on vient du bas, en tout cas, elle est vraiment nichée entre deux montagnes, dont un mont qui s'appelle le mont des Trois Seigneurs. Ça, on ne sait pas trop pourquoi, il faudra qu'on se renseigne. Ça grimpe en tout cas, dans tout le village. Il n'y a rien de plat, à part la petite place où il y a la fontaine d'eau chaude et puis la zone des thermes, quoi. Bonjour, je fais un reportage audio sur nos voyages. Quels sont vos prénoms? Alice. Noah. Ma première question, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? L'envie de prendre l'air et la montagne. Ouais. Vacances, se détendre. Voilà. D'accord. Vous avez fait un long périple On commence juste aujourd'hui, donc là on arrive de la Bastille, donc jusque là pas trop, mais c'est notre première étape là. Ok, d'accord. Bah moi aussi, c'est ma première étape. Ouais. Bah, ça va. Je suis parti avec ma compagne qui est là-bas devant le panneau. Okay. On est parti de Chasseradès, juste en dessous de la Bastille. Ah, c'est en dessous de la Bastille, ok. Ouais. En passant par, du coup vous êtes passé aussi par... en arrivant par ici. Notre-Dame-des-Neiges. Ouais, c'est ça. Et, ouais, c'est ça. Okay. La même chose. Puis les serpentins. Les serpentins là, qui sont... Bah, c'est sympa là en descendant. Là, ah ouais. C'était un peu plus compliqué, mais bon. Et demain, vous allez où? Bah là en fait on continue ce soir, on va descendre un peu le long de la vallée, en fait on fait une boucle, on va descendre jusqu'à Montseigne, un peu plus au sud, et puis pour remonter vers Loubarès, les gorges de la Borne. Oula, ah oui. On relonge les gorges de la Borne et puis on repasse après à l'ouest, en fait on suit le GR7 qui longe les cimes un peu plus au nord pour rejoindre la Bastille. Beau programme. Ouais. 4 jours là. Ah ouais, ça va. Ça va. Vous êtes originaire d'où? Compiègne dans l'Oise. Okay. Et vous? Moi de Haute-Loire, depuis Envelay, d'origine, donc pas très loin d'ici. Moi à la base je suis américain. D'accord. Ouais. Ok. Dans quel coin? Le Colorado. Colorado? Ouais. Ça se situe où ça, le Colorado? Un peu au nord de Texas. Ah oui. Un peu central, un peu dans les Rocheuses. Ah ok. Ouais. Ok. Pays de montagne aussi. Ouais. Ah d'accord, très bien. Et on vit à Lille à l'année, donc ah oui. On refait plein de montagnes pendant les vacances. Il y a d'autres montagnes là-bas. Un peu plus bas, hein. Sur Lens, tout ça. Mais... Le Mont de Cats à 235. C'est terrible, c'est terrible. Ouais, c'est ça. C'est nos points culminants, quoi. Donc bon, on aime bien quand même venir c'est quand même un coin sympa. Hein. Oui, bien sûr. Mais l'île, c'est très, très sympa. Hein. Oui. Excellent. Ok, merci pour cette première réponse. Il me reste une dernière question. Qu'est-ce qui vous rend heureuse ou heureux dans la vie? Déjà moi la montagne, de marcher dans la montagne comme ça en été, être un peu tout seul sur les chemins, ça me rend très heureuse déjà, en particulier sur cette période de l'année. Ouais. Et juste les gens sympathiques et les rencontres, ça tend à me rendre particulièrement heureuse. Je dirais c'est la même chose, aussi juste de bien utiliser son temps,
profiter des beaux trucs qui sont autour et des gens qui sont autour aussi. Ok, super. Plein de gens sympas dans le coin en plus. Donc, Oui, on fait plein de tout ça en même temps en passant, donc c'est vrai. super chouette. Ils sont tous, les gens passe à pas sont pas là en fait. C'est ça. Ils sont pas arrivés. On sait pas où Ils sont pas arrivés jusque là. Mais ils sont pas ici en tout cas. C'est exactement ça. Et ben merci pour ce partage. Pas de soucis. Je viens de passer devant une cabine téléphonique. Et oui, il y a encore des cabines téléphoniques en France. Et celle-ci a été transformée en boîte à livres. Et j'aime bien regarder. Je trouve rarement des choses qui m'intéressent. Et là, j'ai trouvé un livre qui m'intéressait. Ça s'appelle La chute d'un agent de change. Donc ça va parler certainement d'économie, de bourse. Voilà, donc c'est a priori une histoire vraie qui est racontée. Donc je me réjouis de le lire puisque j'ai déjà fini le livre que j'avais pris pour les vacances. Retour au gîte étape pour profiter de la demi-pension. C'est vrai que la plupart des gîtes étapes que nous avons pris offrent la demi-pension. Alors là, on est sur une journée un peu particulière parce qu'en principe, le restaurant est fermé. Et donc l'hôte qui nous reçoit fait à manger uniquement pour ses demi-pensionnaires. Donc du coup, je peux vous dire que dans le restaurant, on n'est pas nombreux. Il y a 3 tables, dont la nôtre. Et donc aujourd'hui, on est parti pour 13 km avec une méga montée. C'est la même qu'on a descendue hier, toute logique. On doit reprendre celle-ci. Donc on a presque 3 km de montée sur 250 mètres de dénivelé positif. Donc voilà, c'est l'épreuve du jour, mais on sait que c'est la seule difficulté. Après le reste, ça sera très simple, une belle descente, quelques légères remontées, mais l'effort est à faire dès le départ, donc c'est parti. En fait, c'est parce qu'on s'est éloigné du chemin de Stevenson. Donc du coup, on a pris un chemin qui est peut-être... Enfin voilà, on pourra voir si effectivement le chemin de Stevenson est normalement adapté à tout public. Là, il faut quand même pas avoir... faut pas avoir peur de monter raide, quoi. C'est sûr que quand on sort des sentiers battus, on se confronte à du tout-terrain. Bon, donc là on va quitter le Chableux, donc notre gîte étape d'hier soir. Bon, ça s'est bien passé, le monsieur était très gentil, voilà, on a mangé correctement pour le prix. C'est marrant parce qu'il a une vie quand même très pleine d'aventures, pleine de rebondissements, pleine de différentes choses. Donc il tenait un restaurant à Paris et puis un jour des amis indiens lui disent « Ah, tu devrais venir au pays, on prend tout en charge, tu auras que le billet de vol à prendre. » Bon, ok, et donc il est allé et puis ça lui a bien plu, donc il a décidé d'y retourner en aller simple pour un temps indéterminé. Donc déjà c'est quand même un sacré courage de se dire allez je plaque tout et puis je vais là-bas. Et donc il a ouvert son premier restaurant français là-bas. Dans la zone où il était, a priori il était le seul, donc ça a bien marché. Au bout d'un moment il s'est dit allez je ferme le restaurant et puis je fais quelque chose de plus simple, j'ouvre des centres de massage. Donc là ça a cartonné, pendant 12 ans il a fait ça sans revenir en France. Voilà, donc c'est quand même une sacrée aventure. Ça marchait bien jusqu'à ce que le Covid arrive. Et donc là en Inde le Covid a été très dur. Tout était fermé, interdiction de sortir, un confinement extrême pendant très longtemps. Un peu comme nous, mais encore plus longtemps que nous. Et du coup, il s'est dit, non mais là, je peux plus gagner ma vie, en fait, je peux plus rien faire. Je peux plus même me déplacer, ça ne me va pas. Donc il est revenu en France. Et puis au bout de quelques mois, en fait, il s'ennuyait, quoi. Il se dit, bon, voilà. Il n'a pas revendu pour autant en Inde, il y a son fils qui gérait là-bas, il était resté sur place. Donc du coup il s'est dit non mais il faut que je rouvre quelque chose en fait en France. Donc il a fait quelques recherches sur internet de ce qui était disponible et puis il s'avère que ici à Saint-Laurent-les-Bains il y avait un petit restaurant en fait qui proposait à un repreneur simplement pendant 4 mois de faire un essai. Et donc c'est ce qu'il a fait, ça lui a bien plu, il a eu des bons retours, voilà, donc il est resté 1 an. Et puis au final, il y a ce gîte étape, le Chableux, là, qui a été mis en vente.
que les propriétaires n'avaient plus la santé pour le tenir, donc il l'a repris. Donc il a racheté ça en novembre dernier, en novembre 2022. Il a rouvert en mars là, cette année. Et puis a priori, voilà, il est pas mal complet sur cette saison, en sachant que l'hiver de toute façon c'est fermé, comme toute la commune est fermée. Il reste 12 habitants l'hiver, sur la période des cures en fait, parce que c'est lié à la station thermale qui ferme également l'hiver. Donc ça monte à 600 avec les accompagnants sur la pleine période. Donc là, ça vaut le coup d'ouvrir et puis de recevoir les clients. On lui a demandé pourquoi ça s'appelait le chat bleu. En fait, ça s'appelait déjà comme ça avant qu'il le reprenne, donc il n'a pas changé. Mais bon, pour lui, c'était un peu bizarre aussi. À la limite, il aurait voulu appeler ça le chat perché, parce qu'en fait, le gîte, il est tout au bout du village, en partie la plus haute du village, parce que le village est vraiment encaissé entre deux montagnes, avec une rivière qui passe et puis l'eau qui rejaillit pour la cure. Et donc nous on était en demi-sous-sol, puisque comme tout est en montée, finalement vous avez une fenêtre qui donne sur l'extérieur déjà en altitude, alors que vous êtes censé être en dessous du restaurant, enfin bref. Et c'était des dortoirs, il y avait deux chambres de dortoir, avec une salle un ensemble de lavabos et puis des douches et des toilettes en commun pour l'ensemble des deux dortoirs. On pouvait être, je crois, 8 dans chaque dortoir, 6 ou 8. Et puis la déco était, ça faisait un peu chalet. En même temps, il a ramené toutes les petites guirlandes de petits drapeaux rouge, bleu, jaune, vert du Népal ou Tibet. Enfin voilà, très de là-bas, avec les petites écritures dedans qu'on voit souvent au Tibet par exemple. On voit souvent qu'il y a tous ces petits drapeaux là qui flottent au vent. Et donc il en a mis dans le restaurant, à l'extérieur sur la terrasse, avec des petites ampoules qu'il allume le soir. Il avait deux magnifiques chiens aussi, des bergers belges, un tout noir, un jeune, et puis un plus âgé, pas tellement, mais bon, adulte. Il était couleur un mix de noir et beige, avec un long museau. C'est très fin comme chien, c'est assez joli. Et en fait, le plus adulte revenait d'avoir été passé une longue période justement au Népal, parce qu'il y avait un Népalais qui était là, ou un Indien, je ne saurais pas vous dire exactement la différence, mais qui était là, qui parlait pas français d'ailleurs, il parlait anglais du coup. Et on voyait que le chien était très très attaché à lui, et il était allé faire tout un trek là-bas, en pleine nature, donc le chien avait passé son temps aussi en pleine nature là-bas, donc la montagne c'était bien, mais là il était un peu secoué. Le monsieur nous a dit que c'était peut-être à cause de l'avion, donc ils étaient en train de lui donner un genre de gaviscon, parce qu'il avait des inflammations d'estomac a priori d'après le vétérinaire. Donc voilà, les chiens aussi peuvent avoir des petits stress, et en tout cas ils étaient adorables, donc c'était bien sympathique. Après, les chambres étaient propres, fallait pas, dans l'entrée, fallait pas regarder les toiles d'araignée, mais bon voilà, c'est vas-y comme je peux pour vivre en communauté, on va dire temporairement une nuit. Et puis la salle de douche était, pas de première jeunesse, mais propre. Et puis il y avait du savon, on avait une serviette, des draps. Alors c'était marrant, on avait un drap jetable. Alors, le drap housse était en classique, il y avait une petite couette, et si vous vouliez pas, parce que la couette n'avait pas de housse, donc si vous vouliez pas être en direct avec la couette, vous aviez un espèce de drap en un tissé qui était plié dans une pochette plastique à usage unique en fait. C'était assez bizarre ça, nous on l'a pas utilisé, on s'est pas trouvé dans l'obligation de le faire, les couettes avaient l'air assez propres. Donc voilà, donc c'est un personnage atypique, très sympa, très attentionné. Donc on a passé un bon moment. Puis en plus on a pu rencontrer un voyageur qui était à vélo, lui, contrairement à nous. Et donc je l'ai interviewé, bien entendu, vous connaissez mon intérêt pour les autres. Donc là il va vous en dire plus sur qu'est-ce qui fait qu'il est là aujourd'hui. Mon prénom c'est Cyril. Ouais, je me suis lancé dans une aventure un peu farfelue selon certains, qui serait de rallier tous mes potes en vacances à Avignon à vélo depuis Limoges. Ça fait quelle distance ça ? Ça fait 400 km à peu près, un peu plus, ouais.
Mais il faut bien se lancer un jour, il faut y aller. Ouais, c'est une belle aventure. Ouais. Je pense que ma plus longue opération à vélo pour l'instant ça devait être un Poitiers-Nantes. Mais je pense qu'il faut toujours viser un peu plus grand, histoire de pouvoir vraiment faire des vraies aventures, quoi. Mais c'est pas de tout repos, hein, parce que les 2 premiers jours c'était la flotte. Hier c'était crevaison, j'ai cassé ma chaîne, j'ai tordu mon derrière. Et là du coup mon derrière il est tordu et puis j'ai pu utiliser que 4 vitesses sur 11. Mais c'est pas grave. Tant que ça roule. Ça roule, ça va. Ça va. Je suis arrivé jusqu'ici et c'est l'objectif de la journée, c'est bon. Donc il te reste combien là du coup Il reste plus beaucoup, il reste 120 km. Ah oui. Donc ça va. Donc une journée bien énervée quoi. Ouais, mais je pense que demain ça va être plus tranquille. Il me reste. Bonsoir. Il me reste 2 jours dans le planning. Donc, voilà. Ça va. J'ai un peu rattrapé le temps perdu hier. Puis là, Ok. Merci pour cette première réponse. Plaisir. Et donc ma deuxième et dernière question qui est peut-être nécessite un peu plus de réflexion. Je vois. Il te regarde dans le dos. Qu'est-ce qui va me sortir? Non. La question est simple, la réponse. Est-ce que tu crois en Dieu? Alors. Qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Ce qui me rend heureux, c'est un peu paradoxal, mais je pense que je sais tout de suite quoi te dire, c'est être dans la merde. Parce que je pense qu'on n'apprend jamais mieux que par l'expérience, et l'expérience pour moi, je pense qu'elle se trouve dans les situations critiques. Et il n'y a que dans les situations critiques où vraiment on arrive à trouver nos propres solutions, nos façons de s'en sortir, et qui nous donne justement un enseignement pour les fois prochaines et les fois à venir. Donc là, la prochaine fois, je prendrai plus de chambre à air. Je vérifierai que tout est bien serré sur mon dérailleur avant. Ok. Et c'est des trucs cons, mais... Ce qui te rend heureux, c'est la galère ou c'est l'après-galère? Non, mais c'est la connaissance que tu en ressors derrière, quoi. C'est vraiment ça qui est intéressant. C'est le fait d'apprendre en fait en soi. Ok. Tu vois, j'ai une petite anecdote. J'ai fait mon Erasmus en Turquie et pendant 1 an j'étais à Istanbul. On a eu l'occasion de faire pas mal de voyages. On a été en voyage en Iran avec ma copine et on faisait beaucoup de couchsurfing là-bas, ça marchait vraiment bien. Et on avait un coach surfeur, il nous a accompagnés pendant 4-5 jours et vraiment il nous accompagnait partout. Il faisait des traductions partout, il nous payait tous les repas, il nous faisait tout. Et c'était insupportable. Parce que du coup, en fait, au bout de 5 jours, on ne savait pas dire ni bonjour, ni au revoir, ni merci. On n'avait pas encore touché un seul billet. Et en fait, le fait qu'on nous aide trop, en fait, on n'avait rien appris. Et je trouvais ça un peu malheureux, quoi. Parce que le mec était vraiment super sympa, il donnait tout ce qu'il avait, il était super content d'avoir des étrangers qui venaient apprendre leur culture, etc. Mais du coup, au bout de 5 jours, résultat est qu'on avait vu des belles choses, mais on s'était fait balader et c'est tout. Donc moi, j'aime bien me retrouver dans cette situation un peu inconfortable, pour pas dire pire, quoi. Mais en tout cas, desquelles tu peux ressortir des choses qui te permettent de grandir un peu, quoi. Donc voilà, ça me rend heureux. Puis voir mes proches heureux, c'est bien aussi, quoi. Ça y est, on est au sommet le plus haut de notre itinéraire du jour. Donc là, on vient de passer 52 minutes de montée, 2,5 km. Ça fait une petite moyenne. Ça fait... Ouais, mais c'est hyper escarpé, c'est ce qu'on a fait hier en descendant. Hein. Ouais. On a fait le plus gros dénivelé de la journée en même pas 1 heure. C'était bien de le faire dès le démarrage. Et moi, je me fais parce que je souffre énormément. J'ai l'impression que mes poumons vont exploser à l'intérieur de ma cage thoracique, ou que mon cœur va exploser plutôt parce que mes poumons sont pas assez grands. J'aimerais respirer plus pour permettre de ventiler, mais j'y arrive pas. Et en fait, je me fais des petits moyens. En fait, Arnaud, à un moment donné, m'a dit il reste 600 mètres de montée en longueur. Et je me suis dit, je commence à compter mes pas parce que j'ai envie de vérifier. Voilà, ça me permet de penser, de me concentrer sur mes pas et pas sur mon incapacité à aller au bout en une fois. Et donc, du coup, je sais très bien que mes pas font moins d'1 mètre. Donc, je sais qu'il faut que j'en fasse plus que 600. Et donc j'ai compté et j'en ai fait 830 pour arriver jusqu'au bout. Donc 230 de plus que si mes pas faisaient 1 mètre, quoi.
Je sais pas pourquoi, ça me permet de pas trop penser au fait que j'ai envie d'arrêter ou au fait que j'y arriverai pas. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Donc voilà, je suis contente. Ah, super. Bonjour. Bonjour. Et tous les panneaux sont là, donc tous les panneaux sont là si vous cherchez votre route. Ouais, c'est ça. Bonne journée. Cet épisode est terminé. Donc ça y est, notre première longue étape est faite. Bon, finalement, ça s'est bien passé. On a réussi à aller jusqu'au bout. Les dames qui étaient avec nous dans le premier gîte étape, certaines étaient déjà passées par l'abbaye de Notre-Dame-des-Neiges. Elles étaient plutôt déçues de ce qu'elles ont vu sur place. Nous, c'est pas le cas. Franchement, ça valait vraiment le coup d'œil de voir cette architecture, cette ambiance, ce lieu qu'on pourrait dire inaccessible. Mais voilà, on y arrive quand même, au final, avec un peu de patience, un peu de persévérance. Et donc le prochain épisode, nous arriverons dans la commune de Luc. C'était Raconte-moi ton voyage. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup, ça nous aidera à nous faire connaître. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.